Je voulais vous parler ce soir de la situation au Japon à propos des armes, du tir sportif, de la chasse, de tout ce qui a trait aux armes à feu. Vous le savez, c'est un pays qui a une tradition militaire martiale assez costaud, qui a toujours eu une armée assez forte, à part depuis 1945 pour les problèmes que vous connaissez, et qui a eu aussi et qui a toujours une grosse tradition d'armes blanches, surtout de sabres et d'épées et de coutellerie, mais aussi d'armes à feu. On ne sait peut-être pas, mais enfin les Japonais ont toujours été à la pointe de la technologie en matière d'armes à feu, tout du moins à l'époque des premières armes à feu utilisées de façon militaire à l'ère Edo. Ils ont eu des espèces de, comment dire, des espèces d'arquebuses qui étaient les plus performantes à l'est du globe et en Asie en général. Des Tanegashima. Les Tanegashima sont toujours utilisés aujourd'hui. Vous avez certainement vu ces espèces de longs fusils à poudre noire. Et elles sont, on les utilise toujours aujourd'hui pour du tir historique. C'est un peu comme le tir à la poudre noire que certains pratiquent, les arquebusiers que vous trouverez si vous faites du tir sportif. Dans chaque club, vous avez une journée qui est pour les arquebusiers, voilà, et où ça pue, il y a des nuages partout, mais c'est intéressant. Et il se trouve que cet art de la forge et de la fabrication des armes, que ce soit militaire ou civil, c'est jamais vraiment perdu, et on a toujours d'ailleurs des fabricants d'armes assez réputés, il y a Pitian qui passe dehors, assez réputés, assez sérieux même au Japon, et il se trouve qu'il y a toujours un intérêt certain et un certain intérêt pour le tir et pour les armes en général. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà allés au Japon, qui s'intéressent à la pop culture japonaise, ont certainement remarqué que c'est le pays du airsoft. Vous avez des reproductions airsoft d'absolument tout, de très très bonne qualité, souvent sous licence officielle. Là j'ai non, je l'ai pas, mince. Enfin, bon, j'ai des belles reproductions d'armes historiques notamment qui sont forgées, qui sont en métal, en bois exactement, sauf que dedans on met une cartouche de gaz ou on met un petit coup de gaz en bas et on tire des petites billes de plastique, mais il y a un savoir-faire toujours et puis il y a surtout un énorme intérêt pour les armes à feu en général, d'autant plus depuis qu'on ne peut quasiment plus pratiquer le tir depuis les lois de restriction de l'armement civil qui datent de la fin de la guerre. Vous vous doutez un petit peu pourquoi. C'était la même chose en Allemagne, ça a été le cas au Japon aussi, et le désir en fait d'éviter toute révolte du peuple japonais qui grondait dans les années 50 et 60. Je vous en ai déjà parlé à maintes reprises, mais il y a eu une montée en puissance des mouvements d'extrême gauche au Japon dans ces années-là, avec l'armée rouge, avec plein d'autres choses, et il se trouve que il y avait encore beaucoup d'armes de la Seconde Guerre qui traînaient, des armes japonaises, américaines, et des armes chinoises ou soviétiques qui étaient ramenées aussi, beaucoup d'armes soviétiques qui étaient ramenées par bateau, par ces groupuscules d'extrême gauche terroristes, qui ont commis des actes de terrorisme, et ça c'est prévu pour la fin de l'année, tout ça, en vidéo, qui ont tué beaucoup de monde d'ailleurs, et les cargaisons d'armes arrivaient par la mer, par bateau de pêche, par ce qu'on appellerait des pointus dans le sud-est, et qui arrivaient de Corée du Nord ou du Vietnam, chargés d'AK et de Tokarev par exemple. C'est pour ça qu'on en retrouve encore beaucoup aujourd'hui chez les mafieux et chez les petits voyous, qui marchent toujours très très bien, les trucs ont 70 ans, mais ils fonctionnent du feu de Dieu. Pour qui n'a jamais tiré avec un Tokarev, voilà, ça c'est du tir sportif dans toute sa splendeur. Donc le tir a pas été interdit, un peu pratiqué dans certains endroits, mais enfin les lois de restriction de l'armement qui sont arrivées dans les années 40, puis renforcées dans les années 50, puis dans les années 60 suite à tout ça, puis à la peur surtout que le Japon rejoigne le bloc de l'Est, qui était une vraie préoccupation à l'époque, a fait qu'on a eu des lois de plus en plus restrictives. Regardez, en France en ce moment on a des lois de plus en plus restrictives sur le tir sportif et la possession et l'acquisition et la possession d'armes.
il y a peut-être un rapport, peut-être que les gens ont peur que un jour les Français disent eh oh, ça suffit, donne-nous les clés. Non, et alors que c'est un droit fondamental dans la Constitution, mais ça on va pas en parler. On parle du Japon ce soir. Voilà. Je vous rappelle les amendements aux États-Unis qui sont là. Le premier amendement est là pour ça aussi. Enfin voilà. Et donc je voulais revenir là-dessus parce que il y a eu une période où le Japon s'est remis à s'intéresser à l'excellence dans le tir, dans le maniement des armes, etc. Et on a eu la création d'une fédération qui existait déjà depuis, je l'ai noté comme ça, en 1924, on m'a dit qu'il fallait dire. La fédération olympique de tir a été fondée à cette époque-là pour participer aux Jeux modernes, et à l'époque, il n'y avait aucune restriction, c'était l'époque de l'Empire, donc il n'y avait pas de restriction sur les armes à feu, les tireurs pouvaient pratiquer ça, ce qu'on appellerait aujourd'hui du tir, tir aux armes réglementaires, avec des carabines, des fusils militaires, un fusil de précision, comme ils existaient déjà, et c'est la fédération japonaise de tir, vous voyez leur site derrière moi, a été fondée à cette époque-là, et elle a été reconnue comme fédération sportive officiellement en 1971 par le gouvernement. Et donc elle a essayé de recruter auprès des jeunes sportifs pour pouvoir être représentés dans les compétitions olympiques, dans les compétitions de tir internationales, etc. Mais enfin, ils ont quand même conservé les restrictions d'usage pour les civils, donc aujourd'hui, vous pouvez très bien faire du tir au Japon, c'est tout à fait possible, j'en ai moi-même fait, vous voyez ces braves jeunes gens derrière moi qui tirent, mais je vais vous dire ce que vous pouvez pratiquer comme tir si jamais vous avez envie d'utiliser des armes à feu pour exercer votre habileté. Eh bien vous pourrez d'abord rejoindre la Japan Rifle Shooting Sport Federation pour la modique somme de 450 € la licence, plus un examen médical et psychiatrique, un examen de votre casier judiciaire et une demande qui vous prendra environ 3 mois auprès des autorités pour pouvoir vous délivrer votre licence de tir sportif, qui vous donnera droit à tirer avec du 4,5. Voilà, 4,5, ce sont des petits plombs, des pellets en anglais, c'est une carabine à plomb. Voilà, carabine ou pistolet à plomb, parce que les deux sont autorisés. Donc vous aurez pour ce prix-là, et dans la fédération japonaise de tir, le droit d'aller dans des salles, comme vous voyez au-dessus de moi, là derrière, vous voyez des cibles, ce sont dans des espèces de box. Là c'est un pistolet de tir sportif aussi, à air comprimé si je ne m'abuse. Et donc vous aurez le droit de faire de l'air comprimé, avec des petits diabolos, vous savez, comme ça, un peu plus pointus, machin, tout que vous pouvez acheter en France de façon tout à fait légale à partir de 16 ans. Et vous pourrez tirer avec ça. Alors vous avez des carabines très sophistiquées qui coûtent très cher. Le pistolet du monsieur en haut doit coûter entre 3 et 4 000 €, je pense. C'est une grande précision, c'est très intéressant aussi. D'ailleurs, quand vous allez faire du tir sportif en France, normalement, vous allez commencer à l'école du plomb, c'est-à-dire que vous allez être dans une salle avec une carabine ou un pistolet à plomb, et vous allez vous entraîner à régler une arme, à la prendre en main, à domestiquer un petit peu l'arme, pas à feu du coup, mais enfin l'arme en question. Et donc vous pourrez pratiquer ça au Japon, mais il vous faudra un permis pour cela, une licence et un permis. Ensuite il vous faudra acheter votre arme, ce qui n'est pas facile, parce qu'il y a très peu d'armurerie. Et dans certains cas, vous n'aurez pas le droit de la garder chez vous, votre carabine à plomb. Attention, je parle de carabine à plomb, hein. Là on ne parle pas de... on parle pas d'armes à feu pour l'instant. Vous n'aurez dans beaucoup de fédérations pas le droit de la garder chez vous, il faudrait que vous la laissiez au club, dans une armoire fermée à clé. Et vous aurez le droit de tirer, le nombre de plombs vous sera compté aussi, vous pourrez acheter des boîtes de 10, 20, 50, 100 plombs. Ah, le chat veut rentrer. Putain, son connaît. Papa, ouais, son gâchis, on est gay. Et vous aurez le droit d'acheter des boîtes comptabilisées, comptées. Alors on sera moins exigeant que pour d'autres calibres, enfin l'autre calibre, parce qu'il n'y en a pas 36. Donc ça c'est la première solution. C'est la première chose que vous pourrez faire. Si vous avez envie de faire du tir. Ensuite, quand vous aurez eu quelques années de pratique, eh bien, vous aurez, moyennant un nouvel examen et une licence un peu plus chère, le droit d'accéder enfin au Graal. Vous aurez le droit de tirer à la 22 long rifle. Voilà.
vous avez le droit de tirer à la 22 long rifle, ce qui est à peu près le calibre le plus gros que vous pourrez posséder en tant que tireur sportif au Japon, c'est-à-dire le plus petit que vous pouvez posséder en Europe, enfin en France en l'occurrence, mais qui est quand même une forme de tir très agréable. Vous voyez sur les étagères, il y a plein de boîtes, j'ai des boîtes encore une, des boîtes de 22 partout, parce que je tire beaucoup aussi à la 22, mon fils aussi, parce que c'est l'école du tir, puis c'est comme ça, puis c'est quand même très fun avec certaines armes, 22 en semi-auto, c'est très chouette. Vous n'aurez pas droit au 22 en semi-auto au Japon, par contre, ce sera du 22, je vais vous montrer après le type d'armes que vous aurez le droit d'acheter. Voilà. Donc ça fait partie des choses que vous pourrez faire dans la fédération de tir, sachant que quand vous aurez le droit de tirer à la 22 dans la fédération japonaise de tir, vous n'aurez pas le droit de tirer avec, par exemple, vous savez, nous on a un AR-22, c'est-à-dire une plateforme AR-15 en semi-auto en 22, ça vous n'aurez pas droit. Des choses un peu exotiques, vous n'y aurez pas droit. Vous pourrez faire du tir sur C50, c'est-à-dire cible 50 cm, là vous savez, des cibles blanches normales, quoi, en carton, ou sur des targets spéciales, électroniques, etc., avec l'obligation d'abord de passer par du tir laser, c'est-à-dire avec des armes non chargées, qui émettent juste un signal et qui vous transmettent sur une cible réceptrice l'endroit où vous avez tiré, entre guillemets. Voilà, donc qui est une espèce d'entraînement de tir, et il va falloir pratiquer quand même un sacré moment avant de pouvoir tirer avec votre carabine 22, voilà, ou votre pistolet 22, ce qui est plus rare, mais enfin qui se pratique quand même. C'est la première solution, voilà, et on enregistre, je l'avais noté, on enregistre environ... Alors, il faut savoir que cette année, en 2024, il y a 193 000 armes légales enregistrées au Japon. 193 000 armes légales, et sur ces 193 000, vous avez 80 000 carabines et pistolets 4,5, donc des armes à air comprimé, tout simplement. Voilà. Faut savoir qu'au Japon, c'est considéré comme une arme à part entière. C'est pas arme à air comprimé, non, c'est une arme à part entière. Les arbalètes ont rejoint, je vous en avais parlé dans un petit Satsujin il y a 1 an ou 2, ou 2 ans, 2 ou 3 ans. Les arbalètes aussi sont prohibées maintenant, même les pistolets arbalètes, tout est rentré dans la catégorie des armes devant être déclarées et soumises à licence. Je regarde où on est là, c'est bon. Voilà donc pour ce qui est de ce que vous pourrez pratiquer avec la fédération japonaise de tir. Et n'oubliez pas de vous abonner, pas à la fédération mais à la chaîne. Hein. Maintenant, c'est maintenant. Et maintenant. Ensuite, si vous avez des envies un peu plus champêtres, vous pouvez passer votre permis de chasser. Voilà, alors votre permis de chasser, vous pouvez le passer dans tout le Japon, voilà, sachant qu'il y a des endroits où il sera plus facile à avoir, parce qu'on a plus besoin de chasseurs qu'ailleurs. Alors, moi, je l'avais passé. À l'époque où j'habitais à Kyushu, à la campagne, je suis allé chasser quelques fois, avec mon ex-beau-frère, et puis avec des amis à lui, et un ami policier. Monsieur Yokoyama, s'il me regarde, je sais qu'il a appris le français, si ça se tourne, il me fout complètement. Et vous pouvez passer votre permis de chasser. Il faut savoir que il vous coûtera environ un peu plus de 1000 €. Pareil, vous aurez droit à une enquête administrative, une enquête de police, etc. Il faudra le renouveler. Alors tout ça c'est au-dessus de 20 ans, vous pourrez rien pratiquer en dessous de 20 ans, même l'air comprimé, tout ça. Moi mon fils a commencé à 10 ans quand on venait en France, et ça au Japon c'est interdit. Il faut avoir 20 ans révolus, et ensuite l'enquête dure à peu près 3 mois, et ensuite il faudra le renouveler tous les 3 ans. Tout ça, toutes ces autorisations, cette enquête administrative, policière, etc. sera à refaire pour tous les 3 ans, pour tous les types de tirs dont je vais vous parler ce soir. Et il va falloir vous inscrire à la fédération japonaise de chasse, qui est différente de celle dont je vous ai parlé, la fédération de tir, voilà. Ensuite, vous pourrez appeler... c'est même pas qu'il faut bien parler japonais, c'est qu'il va avoir, si on est étranger, il faut avoir une carte de résident, il faut avoir... il faut être considéré comme un résident permanent ou japonais, et de toute façon, oui, le stage est en japonais, les examens sont en japonais, les consignes de sécurité, voilà, donc ça, il faut vraiment... Il y a des chasses organisées pour les touristes. Je sais que, par exemple, à Kyushu, il y avait tous les ans, au moment des battues administratives, il y avait des chasseurs étrangers qui venaient chasser l'ours.
Et il y avait des Américains, il y avait des Français, il y avait des Allemands, il y avait des Australiens qui venaient, mais qui avaient acheté en fait un séjour chasse, comme on peut le faire dans d'autres pays, en Russie ou ailleurs. Alors ça c'est encore autre chose, mais vraiment pour avoir son permis de chasser sur place, pour aller chasser comme on le fait ici, là il faut vraiment le passer, il faut avoir un statut de résident. Voilà. Et donc une fois que vous aurez passé ce permis de chasser, vous aurez le droit d'acheter jusqu'à 4 fusils ou carabines de chasse. En général du calibre 12, bien, j'ai tiré avec il y a pas longtemps, c'est ça, du calibre 12, voilà, cartouche, ou du 223, ou enfin d'autres calibres de chasse. Enfin, c'est beaucoup moins usité, la carabine de chasse comme on peut en trouver en France, c'est beaucoup plus du calibre 12. Donc ça, vous aurez le droit d'en posséder 4, avec l'obligation d'avoir des verrous de ponté ou des armoires fortes pour les garder chez vous. Et pareil, tous les 3 ans, vous aurez l'obligation de faire renouveler votre autorisation pour conserver vos fusils de chasse. Sachant que j'entends toujours, ouais, fusil de chasse, calibre 12. Calibre 12 étant quand même un des trucs les plus balèzes que vous puissiez trouver sur le marché. Il faut pas oublier qu'un fusil de chasse, c'est fait pour tuer une bestiole de 200 kg, hein. N'oublions pas. N'oubliez pas, parce que des fois j'entends dire oh, c'est nul. Oui, non, c'est pas nul du tout. Le tir au calibre 12, il n'y a rien de plus fun, croyez-moi, surtout en semi-auto. Mais ça, on verra dans un mois, vous verrez les images. Voilà, vous pouvez faire ça aussi, donc passer, vous pouvez être chassé, acheter un fusil de chasse et puis tirer avec. Et il se trouve que bah on a 80 000 fusils de chasse et de balles-trappes enregistrés. Et pourtant, il y a plus de 200 000 chasseurs. Il faut savoir que les chasseurs n'ont pas tous leur propre fusil, que souvent il y a un fusil pour plusieurs, ou qu'ils le louent, ou qu'ils se le font prêter par leur fédé. Mais ça, on en reparlera avec Richard le jour où on va enfin faire notre vidéo sur la chasse au Japon. Ça prend du temps, mais elle va sortir. Et je vous ai dit 80 000 fusils de chasse et de balles-trappes parce que il y a une très grosse fédération de clay pigeon shooting, de chasse de balles-trappes. C'est un sport olympique, hein. Il faut savoir que c'est... il faut savoir... Pourquoi je vous mets pas d'image? J'ai pas d'image. Je mets une belle image de balles-trappes, tiens. Je vais mettre une belle image de balles-trappes. Ce sont mes images de balles-trappes. Allez hop, monsieur qui fait des balles-trappes. Et il y a une grosse fédération de balles-trappes au Japon. Il y a des champions de balles-trappes, il y a des champions olympiques de balles-trappes, il y a des champions internationaux, la fédération de balles-trappes, et la même chose, en fait, pour ceux qui connaissent un peu les armes à feu, vous saurez que un fusil de chasse, un fusil de balles-trappe, c'est assez semblable. Alors bien sûr, c'est pas la même chose, mais enfin, c'est un peu basé sur le même type de plateforme, on va dire. Vous pouvez le voir derrière moi. Là, c'est un fusil de balles-trappe avec un monsieur qui fait du balles-trappe. Voilà, vous le voyez ici. Alors, vous remarquerez que les tireurs au Japon sont très colorés, hein, que ça soit balles-trappe, tir sportif ou compagnie. On aime bien les accessoires flashy, rose et compagnie, voilà. Je vous avais mis, et là, donc voilà, ça c'est un fusil de balle-trappe, je me demande même si c'est pas un Mieloku. Mieloku, c'est une super bonne marque de fusil de chasse et de balle-trappe japonaise. Le monsieur qui chasse, vous remarquez qu'on est hein, pareil hein, sur du superposé en calibre 12. Les chasseurs, comme je l'ai dit, font partie de ceux qui sont le plus nombreux à posséder des armes et à s'en servir au Japon. Donc le baltrap, la même chose, il vous faudra passer une licence, des examens, il y a un permis, comme pour la chasse, enfin beaucoup moins complet, parce qu'on ne parle pas des cycles de reproduction, de la nidification, etc. On parle vraiment que de l'arme en elle-même, mais aussi de la législation, enfin bon, il y a beaucoup de choses à savoir, c'est un vrai permis à passer, et ensuite vous pourrez rejoindre la fédération de baltrap locale. Moi c'est un sport que j'aime bien, le baltrap, j'ai envie de m'y remettre, sachant qu'avec ma licence en France de tir sportif, je crois que j'ai juste à acheter une licence de baltrap dans un club, mais enfin il y a des choses intéressantes à faire, et je vois que même pour le loisir, aller tirer pour le fun, il faut... Ouais, c'est obligatoire. Il n'y a pas comme aux États-Unis, pour ceux qui ont déjà vécu ou qui sont déjà allés, vous pouvez louer un stand à la journée où vous tirez avec n'importe quoi. Ça n'existe pas. Vous avez des centres de tir fermés,
mais là vous pourrez tirer avec de l'airsoft et des choses comme ça. Bon, on en parlera un peu après, mais là par contre pour tout ce qui est maniement d'armes à feu, ça il y aura pas, donc voilà, le Baltrap ça fait partie des 80 000 fusils et carabines de chasse ou de Baltrap qui sont déclarés. Ce sont des fusils de chasse et de Baltrap. Voilà. Et ensuite, si vous voulez faire du tir, vous avez la possibilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire du Tanegashima. Et le Tanegashima, c'est du tir historique. Et alors là, accrochez-vous aux branches, je vous en ai mis quelques-uns. Du tir historique avec des vieilles pétoires à poudre noire. Donc vous voyez, on est vraiment sur du Tokugawa, sur du Edo. Donc ce sont des fusils à rechargement manuel, vous le savez, des arquebuses, voilà, parce que le Tanegashima c'est vraiment une arquebuse, même système, avec silex, poudre noire, etc., rechargement par le haut, et c'est un art martial, voilà, vous voyez, le monsieur est équipé, il y a des longues mèches, il y a un système à Amadou, etc., c'est très très long, voilà, c'est un art martial à part entière qui a été codifié à l'époque Edo, c'est le chat qui passe qui repasse, qui a été codifié à l'époque Edo et qui se pratique encore beaucoup, comme le tir à l'arc, comme beaucoup d'autres choses. J'ai toujours voulu essayer, je n'ai jamais pu y arriver parce que j'ai toujours loupé les rendez-vous où on m'avait invité pour aller essayer cette discipline. Mais le Tanegashima, il n'y en a pas en France, je crois pas. Détrompez-moi si je me gourre, mais il me semble qu'il n'y a pas de fédération ni même de club qui fait du Tanegashima. C'est dommage que Jean-Michel soit à l'entraînement ce soir. Ah bah oui, on peut pas faire du sport et puis venir au live, on peut pas tout faire dans la vie. Voilà. Moi je fais pas de sport, je fais des lives. Je devrais faire le contraire. Ah là là. Mais voilà, ça fait partie des disciplines que je n'ai jamais essayé. J'ai fait un peu de tir en poudre noire en France, que ça soit pistolet ou mousquet, arquebuse, pardon, et j'ai trouvé ça chouette, c'est folklorique, c'est marrant, ça prend beaucoup de temps, ça pue, mais c'est rigolo, c'est très précis, les carabines sont très précises, donc voilà, et on recense à peu près 10 000, un peu plus de 10 000 licenciés de Tanegashima, mais on recense 10 000 piles armes référencées, voilà, enregistrées, parce qu'il faut les enregistrer aussi, alors que ce sont des armes létales. Hein. Il y a beaucoup de cas où on ne fait que du tir comment dire, je sais même pas si on peut dire apparat, enfin bon, à blond, voilà, il n'y a pas de balle en métal à l'intérieur, il n'y a que la bourre et la poudre, mais il arrive comme ce monsieur-là qui tire dans un stand, ce monsieur-là d'ailleurs, parce que c'est inversé, qui est une balle, donc ce sont des balles de plomb, un peu comme celles que l'on retrouve dans le même type de choses ici, et c'est vraiment très chouette. Moi j'aime beaucoup ce genre de tir aussi, donc vous pourrez, si vous allez au Japon et que vous êtes un résident. Anaïs, j'ai tiré bien plus ancien. Ah oui, non, mais c'est vachement bien. Ça, j'aime beaucoup. Un T-pop, j'avais pas vu, pardon, j'avais pas vu le poste d'avant. Mais ouais, mais c'est très précis, mais bien sûr, ça peut être précis, ça peut être c'est un tir qui est très agréable aussi. Donc voilà ce que vous pourrez faire concrètement, et voilà ce qui se fait encore aujourd'hui au Japon en matière de tir sportif. Je voulais vous montrer aussi un petit peu où sont-ils ? Je voulais vous montrer aussi un petit peu le type de carabine qu'on utilise. Alors ça, j'ai oublié son nom. C'est une des championnes olympiques qui devrait normalement faire ses preuves à Paris cette année. Ce sont des carabines très 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 perfectionnées. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez acheter ailleurs. Ça n'est pas des carabines qui sont faites pour être fun ou pour être cool. Quoique je trouve qu'elles sont quand même assez cool. C'est des trucs avec des contrepoids, c'est en alliage, ça coûte une blinde, c'est souvent fabriqué en Allemagne. Voilà, vous voyez le garçon là qui a tout son équipement olympique. Donc là, c'est du tir à la 22 long rifle et vous voyez qu'il y a un équipement. Enfin, moi, ça me met un peu la honte parce que quand on va tirer à la 22 avec mon fils, on est très très loin d'avoir tout ce qu'il a. Mais il a pas de lunettes, mais normalement il les a dans sa casquette et elle retombe. J'ai vu leur truc de tir, c'est juste impressionnant. Donc voilà, ça fait partie ça de ce que vous trouverez si vous allez dans un stand de tir.
Et il y a les entraînements pour les JO en ce moment et les participations aux championnats du monde très 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 souvent. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de médaillés au Japon. Il y a eu des dizaines de médaillés, même un médaillé d'or, je crois, en tir aux Jeux Olympiques. Et que c'est un pays qui s'intéresse de plus en plus aux armes à feu et surtout à l'utilisation des armes à feu. Alors pour moi, pour une raison qui est pas forcément la plus sympathique, et j'ai oublié de vous mettre l'image, c'est dommage, bon je vous la mettrai un autre jour, mais il y a en parallèle, pour les gens qui ne peuvent pas prendre de licence, ce qu'on appelle les survival camps, donc ce sont des camps de survivalisme, tout qu'on apprend la stratégie, défense du domicile, stratégie, etc., avec des airsoft extrêmement réalistes, des armes militaires ou civiles extrêmement réalistes, avec des optiques de cinglés, des camouflages, et il y a de plus en plus d'habitants qui vont s'inscrire dans ces stages-là, parce qu'ils ont envie de manier des armes, et qu'ils ont envie qu'ils n'ont pas envie justement de s'enquiquiner avec des licences et d'autres choses. Il y a beaucoup de femmes qui font ces stages-là, et je suis vraiment une andouille, parce que je vous avais trouvé des belles images, et je ne les ai pas mises dans ma sélection. Je suis une andouillette. Bon, c'est comme ça. Voilà, il faut savoir que la fédération japonaise de tir, et là, on va rigoler, ou pas, la fédération japonaise de tir, pour inciter les jeunes à se mettre à la discipline, a lancé en 2017 un manga, voilà, un manga et un animé qui a été tiré du manga, qui s'appelle, attendez, je vais vous le mettre directement, comme ça m'évitera de trop parler. On va commencer par celui-là, alors. Ah là là, et en plus là vous avez le cosplay juste à côté, parce qu'il y a un spectacle musical, vous allez pas voir le titre là. Alors, Rifle is Beautiful. Alors ça c'est un extrait de l'anime aussi, attendez, voilà, Rifle is Beautiful, c'est un manga de tir sportif, voilà, je sais pas s'il a été traduit en France, mes anciens camarades éditeurs en sont peut-être passés à côté, c'est un manga qui est paru pendant, là je crois qu'il paraît plus, qui est paru pendant 4 ans si je ne m'abuse, qui a donné une série animée, voilà, dont sont extraits ces images, ça c'est pas les images du manga, ces images-là aussi sont extraites de l'animé, donc vous voyez, elles sont, ces braves jeunes femmes et ce garçon, peut-être, sont sur des bancs de tir d'entraînement, voilà. Et merci madame énormément pour les 5 abonnements à la communauté, merci du fond du cœur, merci beaucoup. Et dès que le train de la hype approche, attention, on va s'y mettre bientôt. C'est le moment, merci beaucoup, le train de la hype est lancé, je compte sur vous, c'est le moment où jamais je vous remets la belle image, hop, du cosplay. Rifle is beautiful. Donc c'est le moment, si vous voulez offrir un petit abonnement, si vous voulez relancer votre petit Amazon Prime, n'hésitez pas, c'est le moment où jamais. Est-ce que ça ne vous donne pas envie de vous mettre au tir sportif? Non, mais voilà. Bah, on n'est pas habillé pareil, nous, quand on va faire du tir, attention. Alors, on pourrait. Je pourrais même m'habiller de la même façon. Nota bene Normand, un grand merci à toi, du fond du cœur. Vraiment. Ça a fait un grand plaisir de voir que l'on remonte et que l'on se retrouve entre nous une fois de plus. Je suis tellement content. Voilà. Je voulais vraiment vous montrer ces images. Oh, mais quelle andouille. Bon, c'est pas grave. On fera autre chose. Je voulais vous parler un petit peu. Maintenant des fabricants. Non, avant de faire ça, tenez, on va faire autre chose. On va aller faire un petit tour sur la page de la Fédé. Attendez, je vais me mettre un petit peu plus petit, moi. Je prends beaucoup trop de place. C'est ce que me dit ma femme tous les jours. Hop là. Ouais, petit. Non, trop petit. Hop là. Là, c'est bien. C'est bien. Non, même un peu plus petit, c'est bien aussi. Voilà. Osons. osons. Et bonjour mesdames, oui, tout à fait. Et Madame Satsuji vous remercie. Et merci à elle de vous remercier. Je vais vous faire voir. Alors, j'avais vu les partenaires. Ah, Ginza. C'est un des principaux magasins d'armes à feu au Japon qui est à Ginza.
On s'est pas donné. Et mince, je crois qu'il doit y avoir que ça comme catalogue. Ouais. Ça vous donnera une petite idée de ce qu'on trouve, de ce qu'on peut acheter. Voilà, je vous mets les modèles derrière. Ça fait partie des choses que vous pouvez acquérir en air comprimé ou en 22 long wave. Donc vous voyez, c'est absolument pas des modèles comme on peut avoir en Europe. Enfin, si vous faites du tir olympique, voilà, mais je vous préviens, il vous en coûtera entre 3, 4, 5, 6 000 euros pour certains modèles. C'est vraiment du modèle de précision extrême, voilà. Paladini, c'est italien, j'en ai déjà essayé, c'est le modèle qui est ici, là, en haut. C'est vraiment chouette, mais c'est très bizarre, on sait pas tellement comment le prendre, quand on n'a jamais fait de tir sportif, de tir olympique, on sait pas tellement. Walther, on connaît tous, c'est une marque d'armes allemande, c'est la marque notamment du PPK, du pistolet de James Bond, Walther, et me dites pas Walter, s'il vous plaît, sinon ça va mal se mettre, c'est tellement, je vous rappelle. Et beaucoup de marques germaniques aussi, merci beaucoup, merci beaucoup Alain, merci pour l'abonnement, Just Japan, merci, nous voilà, 59, on est bientôt à 60, et vous savez ce qu'on fait à 60? Non? Bah avant on prenait sa retraite. Bon, pardon, c'était une mauvaise blague. Mais merci à toi, Alain. Merci beaucoup. Bah, du coup, on va être obligé de monter à 65. Donc voilà, ça fait partie des marques que l'on trouve assez régulièrement. Ce sont des choses d'une qualité extrême pour qui a déjà tiré avec. Voilà, ça, c'est les best-sellers en matière de tir sportif au Japon. Là, vous avez une espèce de Rolls-Royce et Anschutz, hein, c'est une marque allemande. Pas Anschluss, hein, Anschutz. C'est une marque allemande, vous avez Bleicher et d'autres, ce sont des marques suisses, c'est vraiment là de la carabine olympique de compète. Pareil, hein, vous êtes dans des prix autour de 3, 4, 5 000 euros au Japon, je sais pas combien, enfin, ouais, c'est ça, à peu près. 6 000 même. Je sais pas combien ça coûte en Europe, j'en ai jamais vu. En fait, je vais pas dans les magasins qui vendent ce type d'armes en général, donc je ne sais pas. Et si Jean-Michel était là, au lieu d'aller s'entraîner, bah, il pourrait me dire « Salut Globule, salut. Oui, à Ginza, ouais, tout est cher. Mais enfin là, ouais, pas loin du million. Mais bon, après, quand vous en voyez un de près, un de ces engins de près, c'est ça, c'est la méthode à 6 000. Tout à fait. Yeah. J'ai déjà essayé une fois ces trucs-là, c'est juste exceptionnel. Voilà, vous avez encore un tas de modèles de chez Bleicher et compagnie. C'est vraiment là, on monte encore en gamme. Hein, c'est des trucs hors de prix. Vous commencez à avoir des pistolets, je vais vous les montrer, les voilous. Vous voyez tout à l'heure un jeune homme tirer avec ce genre de truc, voilà, bah ça, c'est un genre de tir qui est très spécial. Hein. Je vous avoue que j'en fais pas beaucoup, fait pas partie du type de tir que j'apprécie particulièrement, même si c'est hyper intéressant, parce qu'il y a une maîtrise du geste, machin, je sais pas, vous avez même des chaussures de tir hein, au Japon, vous remarquerez que ici on y va en vieille godasse, mais au Japon, quand vous allez faire du tir, bah, vous mettez vos chaussures de tir qui sont là. Voilà, vous avez tout un tas. Alors après, ce sont tous les appareillages pour mesurer la vitesse, etc. Puis aussi bah, pour faire votre targeting. Là. Voilà, ça fait partie du matériel que vous pouvez acheter. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Ça, ce sont des crosses, des embouts de crosse. Vous avez des repose-joues, vous avez tout un tas d'accessoires. Bon, là, c'est pareil, on est sur du 3, 4, 5, 600 balles à chaque fois. C'est du tungstène, c'est du carbone aussi, voilà, comme sur votre voiture. Enfin, j'espère pour vous. Parce que moi non, malheureusement. Enfin, un petit peu, même pas assez. Des optiques, des réglages d'optique, des bagues, enfin voilà. Vous aurez remarqué qu'ensuite on est sur de l'accessoire de qualité, mais très cher. Du bipied hors de prix, en carbone, avec des boules de caoutchouc, des trucs qu'on personne n'a ici. Hein, je vous cache pas qu'ici on met un sac de sable en général. Ou des vieux bipieds pourris. Vous avez l'équipement ensuite du tireur, parce que si vous n'avez pas d'équipement, vous n'êtes pas un vrai tireur.
Hein, les visières, voilà, indispensables pour toute activité sportive au Japon, quoi que vous fassiez. Les bouchons d'oreilles qui vont bien. Les chaussettes, parce que ça, c'est des vraies chaussettes de tireur. Si vous n'avez pas ce genre de chaussettes, vous n'êtes pas un vrai tireur, comme les caleçons. Si ça, pas de caleçons, pas de tir, c'est comme ça. Alors, non, j'allais faire une horrible blague. Les mitaines, voilà, parce que pourquoi pas. J'ai déjà tiré 2 fois avec des mitaines, parce que je tirais avec un vieux machin qui envoyait des gerbes partout, et que j'avais peur de me cramer le dessus des mains. Mais sinon, certainement très intéressant. Ensuite, vous avez des ogives, mais ça, ce sont des calibres qu'on ne peut plus se procurer. Je voulais vous montrer, voilà, le coin des optiques, si jamais il veut bien se lancer, parce qu'on est quand même à la campagne et que ce serait dommage que ça marche. Voilà, voilà, voilà. Déjà tout à l'heure, il m'a fait le coup. Non, il veut pas. Hein. Les optiques, il veut pas. Ah, c'est trop cher. Ah bah si, voilà, merci. Donc voilà, vous avez toute une flopée d'optiques différentes et hors de prix, bien entendu. Ah bah voilà, non mais c'était les optiques que je voulais. Voilà, merci. Sachant que c'est surtout pour du tir, à la 4,5 et à la 22. Donc vous avez les munitions de ce côté-là, donc c'est du calibre 4,5, donc du plomb, hein, vous voyez, en différents types d'ogives, etc. Mais enfin, qui reste aussi 4,5, 5,5 et 6,35. Alors, c'est pas le 6,35 comme celui que votre grand-mère avait dans son sac à main, c'est pas pareil. Et puis, tout un tas d'accessoires qui coûtent très cher, croyez-moi. Tout ça coûte... Allez, tape dans le micro, Andouille. Tout ça coûte excessivement cher, des housses, hein, bien sûr, pas Mickey, hein, l'autre. Et encore un peu d'équipement. Alors là, c'est un petit peu moins cher, vous voyez, vous avez des promos sur certains trucs. Pas sur les armes. Ah bah 200 000, si, 200 000 le petit pistolet, j'avoue que ça vaut le coup. 200 000 yens, ouais, ça vous fait ça vous fait, c'est quoi, c'est Steyr, c'est, je sais même plus de quel pays ça vient. Ouais, ça vous fait un petit pistolet à 1500 balles, c'est bien. Et une petite carabine, c'est une Walter, je pense, qui en haut, je ne sais pas. À 6000, un peu plus de 6000 euros. Ouais, ça va, c'est gérable. C'est en promo. Une petite optique Zénith aussi, une petite optique Zénith à 1500 balles. Je pense que vous pouvez vous mettre bien pour 25 000 euros, vous pouvez vous payer, oui, c'est ça, vous pouvez vous payer un petit équipement. Voilà, ce que je voulais vous montrer un petit peu, que je trouve assez intéressant, parce que c'est vraiment une approche très différente de ce que... Bonsoir sorcière, bonsoir. Ça va, on parle gros pompon boum boum. Voilà ce dont je voulais vous parler. Maintenant, je voulais vous parler un petit peu. Je parle beaucoup, mais je voulais qu'on parle un petit peu des fabricants d'armes aussi au Japon, parce qu'il y en a beaucoup. Je sais que quelqu'un que je connais un petit peu et que j'aime beaucoup serait peut-être intéressé par l'importation d'une de ces marques. Alors je vous dirai pas qui c'est ni quelle marque c'est, mais enfin vous verrez, il y en a plusieurs. Et je voulais vous parler notamment d'une marque historique. Voilà, je vous ai pris la page américaine parce que il n'y a pas de belles images sur la page japonaise. Cette marque, c'est Howa. Pas Toa, hein, ça c'est mon fils. C'est Howa, c'est une marque d'armes à feu japonaise qui date du début du XXe siècle, qui a été fondée en 1907 et qui a fait beaucoup d'armes pour les différentes milices d'abord, c'est-à-dire des petites armées locales, mais aussi pour l'armée japonaise, un peu pour la police, etc. Mais qui est surtout maintenant spécialisée dans le matériel de tir sportif et de précision, un peu de chasse aussi, comme vous pouvez le voir derrière. Donc il y a des modèles assez intéressants, qui font très carbone et tout. Et c'est une marque qui produit toujours les fusils d'apparat de la... Je voulais vous en montrer, je sais plus ce que je voulais montrer, n'importe quoi. Enfin, vous voyez, voilà, ça ce sont des carabines de base qui sont carabines de base de tir sportif et de chasse. Produite au Japon, c'est du synthétique aussi, c'est a priori de la très bonne qualité. Je vous avoue ne jamais en avoir essayé. Alors, le Walnut Rifle, voilà, qui est très joli aussi, hein.
Voilà, bois, acier, c'est vraiment très très beau. J'avoue que ce sont des beaux fusils et des belles carabines dans les montagnes rocheuses. Je vous avoue ne jamais en avoir utilisé. GamePro, ok. Et c'est une marque c'est une marque vraiment ancienne et très très qualitative. Il me tarde d'en essayer une pour vous dire à peu près ce que ça vaut. Je me doute que c'est que c'est extrêmement quali parce que les rares fois où j'ai pu tirer avec des armes vraiment, notamment avec des fusils de chasse au Japon, c'était vraiment des armes magnifiques et puis très très précises. Mais si justement Jazz Japan, la chasse est plutôt développée, en fait il y a de plus en plus de chasseurs et ça redevient plus facile qu'avant d'avoir son permis de chasser. Et on va en parler juste après. On va en parler juste maintenant, d'ailleurs, avec la marque d'après dont je vais vous parler. C'est la marque Mieloku. Mieloku que j'ai eu l'occasion d'essayer à maintes reprises. Ça, c'est leur page officielle. Et c'est une marque de fusil de chasse et de fusil de balle-trappe. Faites à la main, forgées à la main, qu'on voyait dans c'est vraiment des armes magnifiques avec des châssis en bois qui sont vraiment beaux, bien ouvragés, avec de la marqueterie, du cuivre. Ce sont vraiment de très très belles armes, très agréables à utiliser. Et sur les 250 000, je crois, chasseurs qu'il y a au Japon, vous en avez une bonne partie d'équipés en Mieloku. Parce que c'est quand même, bon déjà c'est une marque locale, mais c'est quand même très très cher. Vous trouvez des marques d'importation beaucoup moins chères. Vous êtes quand même sur une qualité de production qui est absolument unique. Ça se fait en Europe, vous avez des fabricants italiens notamment, des fabricants anglais aussi qui produisent encore des fusils de chasse de façon quasi artisanale et qui sont magnifiques aussi. Et voilà, je voulais vous en parler aussi parce que ça reste un des fleurons de l'armement civil japonais. Et que je trouve absolument fabuleux. On va se remettre sur voilà, regardez-moi ça un peu. Regardez-moi un petit peu cette qualité. On va aller voir un petit peu leur shotguns, leur fusil de chasse. Voilà, rien que ça déjà, cette plaquette est magnifique. Voilà, faut savoir que c'est gravé à la main, tout ça. Voilà, faut le savoir. Je trouve qu'ils sont d'une beauté, assez phénoménale, quoi. Voilà, c'est formidable. Petit faisan gravé, je trouve ça magnifique. J'espère que vous trouvez ça beau aussi. Bon, je suis moins fan du composite, mais enfin bon, ça fait quand même le job. Et voilà. Ouais, je trouve vraiment que cette crosse, c'est incroyable. On dirait une jambe artificielle. Mais voilà. Je vous remets sur une image de joli fusil. Ouais, absolument. Il est joli. Voilà. Et je reviens. Je vais m'en mettre en plus grand. Voilà pour ce qui est de notre ami Mieloku. Allez, on dirait que je dis Milk. Mieloku. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Et Just Japan qui n'était pas là pendant mon exposé, je le vois. Petite question, le permis de chasse peut s'obtenir facilement comme en France ou non? Je te renverrai vers la rediffusion. J'ai fait un truc sur le permis de chasser. C'est un peu similaire. Enfin, je te renverrai vers la rediff. Mais c'est moins facile. Je vais vous parler ensuite de Minebea Mitsumi, qui est un des plus gros fabricants d'armes du Japon, puisque c'est lui qui fabrique les armes pour l'armée, pour la police, pour toutes les personnes qui sont autorisées à porter des armes. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, je te remettrai. C'est juste, j'ai pas envie de refaire mon topo. Je te remettrai le live de ce soir en rediff sur la chaîne de rediff. Je vais y arriver. Bon, voilà. Donc, Minebea Mitsumi, donc c'est une grosse fabrique d'armes qui a été fondée à la fin du 19e, si je ne m'abuse, qui fabriquait notamment, et là ça va parler aux amateurs d'armes que vous êtes, ou pas, je ne sais pas, Arisaka. Arisaka, c'était le fusil de dotation de l'armée japonaise pendant la première et la deuxième guerre mondiale. C'était pas le même, mais c'était la même marque. C'était donc fusil militaire, enfin, voilà, de dotation, pardon.
C'est eux qui l'ont fabriqué pendant toute la période où il a été en activité. C'est eux qui ont fabriqué le Nambu, donc le pistolet d'ordonnance, enfin des officiers japonais, qui était un peu basé beaucoup même sur le Luger des Allemands, qui le ressemble beaucoup, même système d'armement, etc. À peu près même forme. Je vous invite à aller chercher tout ça ensuite, parce que j'ai oublié de mettre les photos. Je suis un âne batté. Voilà, ah, elle est passée derrière. Maintenant, le New Nambu, le M60, donc le calibre 38, qui est canon court, hein, qui équipe la police japonaise, que vous connaissez, puisque c'est le symbole de la chaîne, mine de rien. Donc voilà, c'est les t-shirts, machin, il est partout. C'est ce petit revolver court. Qu'est-ce que me dit-on? Il y a une faute sur il y a un T en trop. Ah ouais, d'accord. Attention. Voilà, donc c'est vraiment une marque omniprésente, et c'est eux qui aujourd'hui produisent en masse le PM9 de l'armée japonaise, donc qui est un pistolet mitrailleur court qui ressemble un peu au Uzi. Alors, j'aurais dû vous trouver des photos quand même. Je suis un peu un âne. Bon, c'est pas grave. Et qui a un petit look assez sympathique. Je sais pas trop à quoi il ressemble. Il est visiblement et ouvertement calqué sur le Uzi israélien, mais il a une personnalité qui lui est propre. Je vous laisse aller chercher. Voilà, donc ça fait partie de ces marques qui est toujours en activité, qui fait dans l'aciérie aussi, pas le pays, hein, ceux qui font de l'acier, tout ça, vous m'avez vu venir. On a ensuite Sumitomo, que vous connaissez tous, c'est un consortium industriel japonais énorme, qui est aussi dans l'acier et dans la production de trucs très très lourds. C'est eux qui construisent la Minimi. Alors Minimi, c'est pas du tout, je vous vois venir avec vos gros sabots, non c'est pas lui, c'est la grosse mitrailleuse lourde calibre 50 des forces d'autodéfense japonaises, de l'armée japonaise. C'est une espèce d'énorme sulfateuse, voilà. Et c'est eux qui la fabriquent. Je sais pas pourquoi ils ont ce marché-là et pas un autre, c'est comme ça. On a Daikin, en fait, qui est l'avant-dernier constructeur d'armement au Japon, Daikin, c'est pareil, un gros consortium industriel. Qui fabrique lui vraiment du lourd, c'est-à-dire tout ce qui est canon porté, armes lourdes en général, munitions lourdes aussi, mais moins, canon et chars d'assaut. Les chars d'assaut de l'armée japonaise sont produits par Daikin, et ce depuis très très longtemps. Mais ils n'ont pas fait comme Renault, ils ne sont pas fait choper par la patrouille. Et enfin Kawasaki, que vous connaissez tous parce que c'est un fabricant de véhicules également, de moteurs, d'électroménagers, mais aussi de missiles, voilà, de roquettes, de drones de combat, et de munitions telles que des roquettes, des choses comme ça, et surtout, bien entendu, d'avions de chasse, d'avions de combat, puisque ça a été des pionniers avec Mitsubishi de l'armement de guerre pendant la seconde. Merci beaucoup, je commençais à avoir la pépie. Enfin voilà, donc Kawasaki c'est vraiment le gros fabricant, et vous trouverez en allant sur le site officiel, j'ai pas pris le temps de le chercher, je vous cache pas que j'étais très en retard aujourd'hui, mais je vous invite à aller voir, ils font toujours de très beaux avions, et comme vous le savez, mon grand-papa Germain, qui a travaillé comme ingé chez Messerschmitt, était parti au Japon pour bosser avec Mitsubishi en collaboration en 37 et en 38, voilà. Donc voilà, et Kawasaki fait toujours des beaux avions, et pas que les moteurs d'ailleurs, qui sont toujours plus ou moins produits par Mitsubishi, même s'ils ont perdu leur droit de fabriquer de l'armement en 45, mais ils sont quand même un peu revenus. On pourra en reparler pendant mon épisode sur l'armée japonaise. Enfin voilà, ça fait partie, Kawasaki c'est le dernier fabricant, en tout cas le principal que vous retrouverez, enfin les trois principaux que vous retrouverez si vous êtes tireur de n'importe quel type d'arme, pas pour le dernier, enfin c'est surtout Howa et Miroku qui fabriquent Miroku, que vous avez toujours derrière, qui fait toujours voilà,
que je trouve toujours aussi beau. Voilà. Et donc, bah, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on a un peu plus de 193 000 armes légales déclarées au Japon, sachant que lorsque vous avez, comme en France, hein, lorsque vous avez un drame lié à des armes à feu, pardon, eh bien, c'est très, rajouter 50 000 traits derrière, rarement le fait d'un tireur sportif, d'un chasseur ou d'un baltrappiste ou trappeur, non, baltrappiste, celui qui fait de la bière plutôt, mais plutôt le fait de quelqu'un qui s'en est procuré une illégalement, comme le veut la tradition chez les Yakuza, qui n'enregistrait pas les armes, par contre qui les apportait ou qui les laissait sur leurs victimes. Ça, c'est un truc de mafieux que j'ai jamais compris. En général, quand ils descendaient un de leurs gars, un de leurs ennemis, ils balarguaient l'arme sur le corps. Ou alors ils allaient au commissariat d'à côté avec l'arme en l'air et ils la déposaient sur le comptoir. Voilà, si vous avez vu mon petit doc sur les... Enfin, mon gros doc sur les Yakuza, vous êtes au courant. Voilà. En tout cas, c'était pour essayer de démystifier aussi un petit peu ce truc sur le Japon sans armes. Il y a du tir sportif au Japon, il y a de la chasse, il y a beaucoup de chasseurs au Japon. Il y a des battues administratives, comme il peut y avoir ici, et elles sont à peu près faites de la même façon. Moi, quand j'habitais à Kyushu, dans mon village, là où il m'est arrivé d'aller chasser, comme partout ailleurs en France, à la saison de la chasse, vous avez des fois le week-end, le matin, des petits bruits de chiens, de tirs, et voilà. Donc, si vous avez des questions, il nous reste 25 minutes à peu près, je vais me recaler. Est-ce que je me mettrais pas une belle image derrière, hein? Est-ce qu'on se remettrait pas cette image-là? Non. Cette image-là? Non. Cette image-là? Oui, on va mettre cette image. Ah non, parce qu'on voit pas le clavardage derrière. Ah, quelle andouille. Ouais. Ah bah là, il est bien, là. Ah, il est bien. Tout rose et tout. On voit bien, en plus, on voit bien le clavardage. Les belles lunettes de compète, il me faut les mêmes. Parfait. L'anti-reflet sur le côté, nickel. Bon, voilà. Allez hop, je vais prendre vos questions, les amis, et on arrêtera là. Bah non, je vais laisser des questions dans la... Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Alors, on va remonter un peu dans le Clavardux, l'outillage Mitsubishi. Excellent outillage Mitsubishi. De toute façon, tout ce qui sort de Mitsubishi, à part certaines voitures qui étaient un peu cheap, hein, c'est quand même de la bonne camelote. Il faut savoir que quand on habitait à Sasagoli, donc le petit village où sont nés mes enfants à Kyushu, on avait une machine pour pailler, c'est-à-dire pour transformer la paille de riz en paille un peu écorchée là pour faire des tatamis et tout, qui datait du 19e siècle. Vous savez, à manivelle, c'était une Mitsubishi. Elle marchait d'enfer. Fallait juste aiguiser un peu les crochets par moment. Alors un truc, fallait surtout pas se mettre les mains dedans parce que là, vous n'avez plus de main. Vous faisiez des tatamis en main. C'est moins joli. Après, ça peut... Moi, j'aime bien, mais bon. Et ils fabriquent encore de l'armement à côté des fusées pour ils fabriquent encore de l'armement. Ouais, ils ont récupéré des marchés qu'ils avaient perdus. Il faut savoir que les restrictions sur l'armement ont été levées il y a quelques temps déjà. Mais bon. Je reprends. Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'on mange? Moi, c'est déjà fait, moi. Alors là, si je mange pas avant, vous rigolez, je vais pas manger à 22h. J'ai déjeuné à 12h, les gars. Moi, petit déjeune à 5h le matin. Je vous ferai signaler, comme on disait en maternelle. Non mais oh. Désolé, je bois un coup, j'ai très soif. Ensuite, les questions. Jet Japan, je ne sais pas si tu en as parlé, mais est-ce qu'il y a des permis pour apporter une arme au Japon? Non, c'est clairement interdit, comme en France. La législation pour le port d'armes est la même qu'en France, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a que les forces de l'ordre, les forces armées, et exceptionnellement certains travails de sécurité très spécifiques. Les convoyeurs de fonds au Japon n'ont pas d'armes à feu, par exemple. On a matraque télescopique, électrique et tout. Mais en France, ils en ont. Voilà. Sinon, au Japon, c'est la police, l'armée, certains types de militaires, et la protection civile, c'est-à-dire les gardes du corps des policiers, des politiques, etc. C'est tout. Et il n'y a que ces personnes-là qui ont le droit de porter une arme à feu. Et la police qui a son Nyunambu, donc son petit calibre 38 que vous retrouvez sur mes... Il m'en faut un d'ailleurs, hein. Il m'en faut absolument. Alors c'est pas une arme exceptionnelle, hein, c'est même plutôt pas terrible, mais c'est tellement mythique que il me faut un Nyunambu, un M60. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui en a un, qui voudrait s'en défaire, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup en Europe, mais enfin...
un de mes rêves, mais non, c'est clairement interdit, ouais, bien sûr. Et même porter, ce que je disais, pour les armes de tir sportif, même sur les 4,5, donc les trucs à plomb, on peut pas les transporter, il faut très souvent les laisser au club, et il y a vraiment que quand on a quelques années de bouteille où on a le droit d'avoir une mallette de transport, mais qui doit être fermée à clé avec des serrures, etc. C'est des mallettes très spéciales, enfin c'est très compliqué, on va dire, de pouvoir transporter son arme. Ici, c'est quand même plus facile. Entre guillemets, moi, quand je vais au stand, des fois, j'ai 5, 6, 7, 8, 10 armes dans le coffre. Bon, de tout calibre, hein, parce que ici, on n'est pas réduit au 22, heureusement. J'ai mes autorisations et ça suffit largement, quoi. Ils nous en kikinent pas tellement. Par contre, pour les sabres, est-ce que le port... Non, pas du tout, voilà, rien du tout. Alors, les armes blanches, en fait, ça dépend de la même législation, les armes feu et les armes blanches. Il n'y a aucun cas où le port d'une arme blanche, c'est-à-dire même un couteau, est autorisé. Les couteaux de poche, comme en France, sont interdits. C'est, on va dire, l'équivalent de la catégorie D en France aujourd'hui, c'est-à-dire les bombes anti-agression, les tasers, les armes blanches, etc. La législation a changé en France. Vous savez que maintenant c'est une amende forfaitaire de 500 balles, parce que le truc, c'est pas qu'on veut interdire les armes blanches, c'est qu'on veut récupérer du pognon. Donc si vous avez un couteau de poche pour tartiner vos rillettes, bah, ça vous coûtera 500 balles, voilà. Je suis sûr que si vous vous baladez avec un vieil AK acheté au coin d'un bloc et que vous faites choper, vous prenez même pas 500 balles. C'est la législation est comme ça. Couteau suisse, j'en sais rien, mais normalement oui, parce qu'en France, on n'a pas le droit d'avoir une arme de catégorie D sur soi. C'est-à-dire que les couteaux, les lames en général, normalement, sont prohibés de port et d'utilisation en public, enfin de port en tout cas. Moi, j'en ai dans la voiture, vous savez, mince. Je vous l'avais dit la dernière fois, technique, je sais plus quoi, c'est un couteau multitâche avec un point fort pour casser la vitre et puis une lame courbée pour couper la ceinture au cas où. Et normalement, ça, bah, on peut pas. Voilà. C'est comme ça. Après, Jazz Japan, pour les coupes, oui, c'est un accessoire de sport, et il faut juste le trimballer dans une housse. Après, ça dépend où c'est, si c'est au Japon ou en France. Au Japon, il faudra que c'était la même chose pour... Mince, qu'est-ce qu'il faisait, mon camarade ? Ah, c'est un combat au couteau, un art martial, un combat au couteau. J'ai oublié le nom. On combat avec 2 couteaux. Et ce sont, pour les représentations, ce sont des couteaux aiguisés. Après, pour l'entraînement, ce sont des couteaux non aiguisés. Et là, il fallait une mallette de transport avec une serrure à code qu'ils ne connaissaient pas. Et il n'y avait que l'entraîneur et le juge qui avaient le code. Enfin, c'était un peu abusif, je trouve. Mais bon, c'était comme ça. C'est bizarre. Mais bon. Et en France, c'est dans quel... Ah d'accord, mais je pense que ça va arriver après, hein. Si ça marche, ils vont récupérer du pognon, donc ça va marcher. Tout le monde va s'y mettre. Ouais, moi aussi. Et même les mini-pistolets avec des petits pétards, on n'en voit plus. Ah ouais, si, ça existe encore dans les fêtes foraines. Faut bien chercher, mais ça existe encore. Mais, oui, on en trouve... Bah oui, bah des katanas, ouais, des sabres en fer, on va dire, on en trouve partout. Après, il faut savoir ce qu'on achète. Et il faut surtout, si jamais on espère... Moi, j'en ai offert mon ex-beau-père. Enfin, pas au Japon, mais mon ex-beau-père français, c'est-à-dire l'ex-mari de ma mère, que j'avais acheté assez cher. Et que j'avais acheté à Kyushu, qui n'était pas une antiquité, mais enfin qui datait... C'était un sabre d'officier. Qui datait de 41, je crois, très beau, très beau, dans un beau coffre et tout, et que j'avais payé un certain prix, et il l'a jamais eu, figurez-vous, parce que j'avais fait faire les papiers, et j'avais eu l'autorisation de l'exporter, etc., j'avais pu le mettre dans la soute à Fukuoka, et en arrivant à Bordeaux, on me l'a sucré.
Voilà, sur des prétextes fallacieux qui étaient que les papiers d'exportation et tout, c'était pas suffisant, qu'il fallait aussi une autorisation de lait, de l'importer, de le faire rentrer sur le territoire national, sachant que c'était une arme. Je pense surtout que le douanier a dû se dire, c'est joli ça, parce qu'il y avait des cordons autour, il y avait le fourreau était très très beau, enfin bon, et la boîte était superbe aussi. Le gars a surtout dû se dire, tiens, on va se faire un petit sabre gratos. Allez, tiens, vas-y, prends, vite. Signe ça et casse-toi. Et sinon, c'est une amende. Parce que j'ai rien payé. Normalement, quand on importe un truc illégal, soi-disant, comme ça, l'amende, quand elle tombe... Moi, je sais qu'à l'époque où je fumais beaucoup, enfin, où je fumais tout court, dès que je venais en France, je ramenais des clopes pour tout le monde, moi le premier d'ailleurs, parce que comme je tournais à 2 paquets et demi, 3 paquets par jour, il fallait quand même un peu alimenter la chaudière, et je voulais surtout pas fumer des clopes d'ici, là. Donc je ramenais mes clopes du Japon, et on a droit à l'époque, maintenant c'est une cartouche, mais à l'époque je crois que c'était 3 cartouches, me semble-t-il. Et on était venu une année avec la mère de mes enfants et ma fille, mon fils était pas né encore, on était venu passer 1 mois en France. C'est le record qu'on ait pu faire avant qu'on déménage ici. Et donc j'avais pris un max de clopes. La mère de mes enfants fumait autant que moi. Et on avait 7 ou 8 cartouches, je crois, dans les trucs. On s'est fait choper par la douane. Et non seulement ils nous ont pris les clopes, mais on a payé le prix fort. Ils nous ont fait payer la taxe française, en fait, sur toutes les clopes. Ça nous a coûté une vieille fortune. Et ils nous ont laissé que 2 cartouches, au final. Donc là, normalement, quand on se fait... Bah non, c'est bon. Normalement, quand on se fait choper avec un truc illégal, on doit payer une grosse cartouche quand même, pas de clope. Hein. Et là, ils m'ont juste pris le sabre. C'est interdit ça, monsieur, voilà, vous signez là. J'ai même pas regardé ce que je signais. Ils ont mis un scotch bidon autour et ils l'ont emmené derrière. Je pense qu'ils ont gagné un sabre à 1500 balles. Voilà. Merci les douaniers. Et j'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça traîner aussi sur des objets d'art, des trucs qu'on ramenait d'autres pays. Je pense qu'ils doivent se faire un petit peu plaisir, se faire des petits cadeaux quand même. Voilà, mais sinon, ouais, il faut faire attention. Mais on peut acheter à peu près, même pour les couteaux de cuisine. Je sais que j'ai acheté des couteaux mince, je vais plus me rappeler. Kawagoe, voilà, à Kawagoe, à côté de là où j'habitais à un moment, et il y a des fabricants de couteaux qui sont, c'est à limite de Saitama et Tokyo, et il y a des fabricants de couteaux qui sont vraiment, vraiment formidables, et pour certains types de couteaux, bah, il vous faut une autorisation spéciale si vous voulez les ramener en France, parce qu'ils ont des caractéristiques, des machins, puis ils sont quand même très très chers. Technique de trompage et compagnie. Mais c'est pas possible de porter plainte, certainement que ça l'aurait été. Il aurait fallu que j'en ai l'idée à l'époque. J'étais comme toujours quand on vient de se taper 15 heures de voyage, on n'est pas d'humeur, les gars vous impressionnent. Et puis moi, j'y connaissais rien, j'y connais toujours rien, donc en gros, enfin un peu plus maintenant, mais à l'époque pas tellement. Donc je me suis dit, oh là là, je vais pas faire l'andouillette. Je pensais que j'étais vraiment en tort, parce qu'ils m'ont sorti, vous savez que ça c'est interdit, vos papiers, d'accord, mais c'est pour l'exportation, vous n'avez pas fait des papiers d'importation, j'ai dit, mais pourtant j'ai été en contact avec l'ambassade, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de... c'est pas à l'ambassade qu'il faut faire ça, c'est au bureau des douanes, trucs portuaires de Bordeaux, machin. Ah, mais moi, j'étais pas à l'ambassade, ils m'ont dit que c'était bon, ouais, mais je vous préviens, donnez-moi ça, tampon, machin, cassez-vous. Voilà, j'étais un peu dégoûté, même très dégoûté, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même des trucs, déjà ça valait un peu d'argent à l'époque, mais aujourd'hui c'est des armes qui ont pris beaucoup de valeur, et parce qu'on trouve de moins en moins, elles ont été beaucoup récupérées en 45, comme en Italie on a récupéré les moteurs d'avion pour faire des Vespa, ce qui était très bien d'ailleurs. Au Japon on a récupéré beaucoup d'armes, notamment des sabres, pour faire des trucs d'agriculture, et vous retrouvez encore dans certaines provinces des herses faites avec des lames de sabre, vous trouvez des drins pour les rizières faites avec des lames de sable, des fourches
où on a soudé 4 lames de sabre ensemble pour rentrer le foin ou trier la paille. Vous avez des écorcheurs là, de paille aussi, qui sont faites aussi avec ça. Vous trouvez de temps en temps, je m'en rappelle en avoir vu, moi, dans la préfecture de Tochigi, quand j'y habitais, au-dessus de Utsunomiya, il y avait encore des vieilles machines agricoles où les poignées de rabaissage, c'était des espèces de gardes qui devaient certainement être des trucs de sabre militaire. Et tout ça a été réutilisé pour le bonheur des petits et des grands. On a retrouvé pas mal de véhicules militaires aussi qui ont été transformés en véhicules agricoles, et c'est pas plus mal d'ailleurs. Enfin, voilà quoi, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on n'en trouve quasiment plus, et ceux qu'on arrive à trouver, sachant qu'en matière de sabres militaires, les plus chers sont ceux des campagnes de Mandchourie. J'en avais vu en vente, c'était je ne sais plus où d'ailleurs. Ça devait être à Ota aussi, on a vu ça dans un musée avec des ventes. Il y avait des sabres, de vrais sabres d'officiers, des brigades, des pelotons, des pelotons coloniaux de l'armée coloniale de Mandchourie, qui étaient splendides avec des gravures magnifiques. Et ils avaient des sabres de deux façons, c'est-à-dire des sabres donc type katana, donc vraiment japonais, et d'autres de type impériaux, parce qu'il y avait encore des restes d'armée impériale dans l'armée française, d'armée impériale française dans l'armée japonaise, et vous aviez certains sabres qui avaient une lame de type un peu katana, donc droite, et une garde un peu impériale, donc bombée comme ça, comme certains sabres de cavalerie français. Et ceux-là sont vraiment magnifiques, avec vous avez la kiku dessus, le chrysanthème impérial, et ceux-là valent une petite fortune. J'en avais vu un en vente donc à Ota, et je crois qu'il était parti en euros, pardon, pas en francs, en euros, dans les 8005, un peu plus de 8005, 9000 dans ces eaux-là. Et mais c'est beau, c'est super beau. Voilà. Par contre, faut pas les acheter pour aller couper l'herbe dans le jardin avec, hein. Je vous le dis tout de suite. Mais bon, on en trouve quelques-uns. Oui, on en trouve. Oui, j'en ai vu un. Il y a un antiquaire juste à côté de chez nous là, qui en a un authentique, hein. Je l'ai regardé. Ma femme me dit regarde, il y a marqué quoi tu veux. Puis on a vu le tampon de l'armée impériale. Et c'est un sabre de cavalerie du 5e, alors je crois que c'était le 5e régiment philippin, donc ceux qui occupaient les Philippines, et c'est un authentique, on a vu le numéro et tout, et ils le vendent, je crois qu'ils le vendent 600 €, un truc comme ça. Et il est à peu près bien conservé, il y a des traces d'oxydation sur la garde et tout ça, mais le reste est plutôt bien conservé. Mais oui, on en trouve, mais après, dans un état de conservation, c'est surtout les sabres d'officiers supérieurs, on n'en trouve plus beaucoup, surtout ceux de Mandchourie, c'est vraiment les plus beaux, parce qu'il y a le tampon Manchukuo, donc province de Mandchourie et tout. Mais bon, moi je suis pas très branché à armes blanches, j'avoue que j'en ai quelques-unes, j'ai une baïonnette de 43, une baïonnette qui allait sur un Alisaka, je sais même pas où je l'ai mise d'ailleurs. Oui, non, on peut pas mettre de lien sur le clavardage, désolé. Faudra le mettre en description de la rediff ou sur le Discord. Mais ouais, non, on peut pas mettre de lien. Il y a que moi que j'ai le droit de mettre des liens, comme on dit en bon français. Mais ouais, non, désolé, on peut pas mettre de lien. Ça m'évite les accidents, en fait. Tu sais, le clavardage bombing, comme on dit en bon français. Mais oui, c'est vrai que moi, j'ai vraiment une passion pour les armes à feu, moins sur les armes blanches, mais j'en ai certaines que j'aime beaucoup, et c'est vrai que je regrette de ne pas avoir pu ramener ce sabre. J'en ai un là qui est chez ma mère, que j'ai laissé chez ma mère, mais qui est pas en excellent état. Je l'avais acheté chez un brocanteur à Hakata, je me rappelle plus. Où est-ce que je l'avais acheté? Ohori Koen, le parc de Ohori à Fukuoka, où il y a un marché aux puces tous les, je sais plus combien, je crois que c'était le premier ou le dernier dimanche du mois, et où j'en avais trouvé quelques-uns à vendre. Il y en avait un qui était à peu près moins défoncé que les autres, que j'avais dû payer 50 balles, et que j'avais fait plus ou moins restaurer par un gars qui faisait ça, qui m'avait fait un truc
pas Jojo, mais enfin bon, ça va, qui m'avait recordé le... Et j'ai laissé chez ma mère, mais enfin, il est pas dans un état formidable, hein. La lame est pas top, j'ai fait faire surtout de l'esthétique dessus. Mais bon, moi, je m'en sers pas. Les seuls trucs dont je me suis servi, c'était d'un Shinai et d'un Boken, parce que j'ai fait du kendo pendant presque 20 ans. Mais voilà, c'est tout. Moi, c'est surtout pour me détendre. Après, moi, c'est vraiment les armes à feu en général. Voilà, et les armes qui font beaucoup de bruit en particulier. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura un peu intéressé, ce que je vous ai dit sur le tir et les armes au Japon. On en reparlera quand je ferai ma petite partie là sur l'armée japonaise. Vous verrez je vais me remettre ça m'énerve de voir le truc rose derrière. Quand je ferai mon petit truc sur l'armée japonaise, on essaiera d'en reparler un petit peu. J'aurais bien aimé que le camarade Jean-Michel soit là. Tant pis pour lui. Mais on en reparlera avec lui, je pense. Et comme je sais que, enfin bon, je vais pas divulgacher des informations. Ah là là, on ira voir après qui est en live ce soir. Bah, je vais prendre ouais. C'est ça, tout à fait. il faut pas. Je vais prendre 2 ou 3 questions s'il en reste, et puis sinon on va se quitter bons amis. Il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte, comme dit l'autre. Et parce qu'il n'y a pas eu d'actualité plus que ça. Je vous rappelle que samedi soir, et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous intime l'ordre d'aller vous abonner immédiatement. Attendez, allez, on va aller voir s'il y a quelqu'un en live. On va y aller, on y va, j'y vais. Mais d'abord, je vais vous donner le lien vers la chaîne. Je vais vous mettre 2 liens. Je vais vous mettre un lien vers la chaîne de Rediff. Mais... je suis vraiment une andouille. Hop. Ah oui, on m'avait dit qu'il fallait que je mette de la musique dans mes lives aussi. C'est ce que je vais faire. Mais... pourquoi il me met... oh... ah, je me disais bien aussi. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Rediff des lives Twitch